plus grand plaisir des téléspectateurs de Matin Week-end, nous sommes de nouveau de retour parmi vous. J'espère que vous êtes contents. Nous sommes contents de vous retrouver avec un contenu encore plus croustillant, comme je l'annonçais dans le jingle. Et donc voilà, c'est reparti, la même équipe, toujours à ma droite, Monsieur Gamé Atiga, à ma gauche, Dieudonné Koumba. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Tranquille, si tu nous sers des croûtes ce matin, écoute, on va s'en contenter. Très, très, très heureux de vous retrouver, honnêtement. Pareillement. Merci. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous nous proposez de croustillant? Quels sont les sujets que vous avez préparés pour nous tout au long de cette semaine? Alors, pour cette reprise, nous allons commencer par, comme d'habitude, oui. Des notes introductives. Nous allons parler du programme Graines Sotrader. Très bien. En début de mois d'avril, on a vu le Premier ministre qui avait fait une descente en Toum, où il avait constaté des dégâts. Oui. Lorsqu'on parle de dégâts, ce ne sont pas des dégâts qu'on aurait cassé quelque chose, mais tout simplement qu'un projet sur lequel l'État a mis énormément d'argent, sur lequel l'État a emprunté énormément d'argent, oui. Le projet n'est pas allé à terme. Et donc le Premier ministre, Raymond Dong-Simang, avait fait un tour à Sotrader Ntoum. On l'avait suivi à la télévision, on avait constaté qu'effectivement là, il y avait un problème. C'était un autre éléphant blanc laissé par l'ancien régime. À la suite de ce passage, le président de la République, le général de son retour d'Abidjan, avait lui également fait un tour là-bas. Il avait promis, je pense, la reprise des activités. Ça, c'est la première note introductive. Nous parlerons également des organes de surveillance, des suivis des actes du dialogue national inclusif. Vous vous souvenez, en milieu de semaine, le colonel porte-parole de la présidence de la République, le ministre Ulrich Manfumbi, avait fait lecture de la composition du comité constitutionnel. Et là, il y a eu des envolées. On a tout vu sur la toile, on en parlera tout à l'heure. Et nous parlerons également, nous terminerons ces notes introductives. Avec vos reportages. Avec, non d'abord, l'axe Kélé, c'est dans le Haut-Ogooué, l'axe Kélé-Okonja, qui est en voie de dégradation. En piteux état, on va dire. Non, pas en piteux état, en voie de dégradation. Si on y prend garde. Voici ce qui est de note introductive, ou sinon de la note introductive. De la note introductive. Et de ton côté, Dieudonné? Nous allons rester dans le social. Très bien. Et pas loin de Gabon Télévision, juste derrière la barrière, c'est Plénoreti. L'État décide de faire déguerpir les populations qui habitent juste derrière, simplement que ces populations se demandent dans quelle sauce elles vont être mangées. Nous avons entendu le Premier ministre dire que ces populations ont déjà été indemnisées, et ce n'est pas le cas. Parce que moi, j'habitais juste derrière lorsque cette opération s'est faite. Oui. On a déguerpi tout ce qui habitait le canal. Tout ce qui longeait, tout ce qui habitait à côté du canal. Ils ont été déguerpis et indemnisés. Mais tous les autres n'ont jamais été indemnisés. Donc nous allons voir ça. Il y a une assemblée générale que les populations ont tenue là-bas. D'accord. Nous verrons ce qui s'est dit. Et puis, il y a le conflit de ce jeune homme, M. Leyombo, contre la société Somivable, société de valorisation de bois du Gabon. Encore un accident qui ne peut pas être payé parce que ce jeune homme n'a jamais été déclaré à la CNSS. En fait, nous sommes dans un cycle qui ne finit pas, quoi. Très bien, donc des sujets sociaux que l'on retrouvera en deuxième partie d'émission. Voilà qui est dit, à tout de suite pour la note introductive. Alors avant de parler du sujet de Sotrader, suivons tout d'abord le constat fait par le Premier ministre, ensuite par le Président de la République qui a promis relancer les activités. On regarde, on se retrouve bien sûr après pour échanger sur le plateau. Dont a été rendu public ces derniers jours par les autorités de la transition n'est en réalité que l'une des 6 fermes agricoles tenues par la Sotrader dans plusieurs localités du pays. Les descentes successives sur ce terrain agricole du Premier ministre et du Président de la transition laissent croire que ces autorités entendent bien corriger cet échec et permettre in fine à notre pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire ainsi que la lutte contre la vie chère.
Posé aux intempéries, ce champ de ruines. Je pense que ça va donner encore un souffle nouveau au village. Parce que depuis 1975, si vous avez vu ce site-là, et si vous avez vu combien de personnes il y avait ici, il y avait de la vie. Mais aujourd'hui, le village est mort parce que le site est tombé. Et il y a l'exode rural. Donc vous voyez, tous les jeunes sont partis parce qu'ils sont allés chercher du travail. Mais imaginez que ce site renaisse, redevienne encore comme il était avant. Ce n'est qu'un sentiment de satisfaction. Ici, à 40 km de la localité de Ntoumou, il est arrivé. Le président de la transition est venu toucher du doigt le concret d'un projet désormais enfoui dans la forêt de Komomonda. La visite du président de la République sur le site Nontoum, sur la ferme Nontoum, donne un espoir pour les agriculteurs et pour l'agriculture en particulier. Parce que c'est un site de production intensive, des méthodes de production intensive, mécaniques et sous serre, qui permettraient d'alimenter l'ensemble de la ville de Libreville, mais notamment aussi ravitailler les provinces en intrants de production. Déterminé à braver les écueils pour relancer l'activité agricole dans le pays, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema a donc tenu à évaluer ce jour l'ampleur des dégâts. Mais toutefois, nous gardons espoir, par la volonté des plus hautes autorités, notamment le président de la République, de relancer ceci. Pour le CTRI, la réhabilitation du projet de la Société gabonaise de transformation agricole nécessite une action concrète en vue de réduire la dépendance alimentaire du Gabon. Le matériel est encore exploitable, il suffit de nettoyer, d'amener des techniciens juste pour pouvoir redéboucher certaines infrastructures et installer des polyanes, juste des plastiques, pour permettre que ça redémarre. Et bien sûr amener l'électricité parce que tout cet équipement, comme je vous disais que c'est la production intensive, il faudrait qu'il y ait de l'électricité pour permettre que la production soit en continu. La visite du président de la transition ici s'offre donc comme un regain d'espoir pour la relance et la revitalisation de cet investissement majeur et de l'ensemble du secteur agricole au Gabon, avec une ambition particulière, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Alors Gabin, nous sommes suspendus À mes lèvres. à tes lèvres. Lesquels on dirait. D'accord. Alors, c'était un programme, c'était un PPP, un programme privé-public. Ah oui. C'est ça. Entre l'État gabonais et Olam, qui s'était approprié ce projet que le gouvernement avait lancé en cette période. Durée du projet, du contrat, si vous voulez, entre l'État et Olam, qui est un privé, 9 ans. Financement, ce sont des financements extérieurs à hauteur de 65 milliards. Pour la Banque africaine de développement, la contribution de la Banque africaine de développement, et pour la Banque mondiale, 1,2 milliard. Le tout s'élevait à 66,2 milliards. L'État gabonais avait contribué à hauteur de 77 milliards de francs CFA, ce qui a permis l'achat des engins que vous avez vus, des engins qu'ils ont même vendus après. Les quelques engins que vous avez vus dans le reportage proposé par... Ça, c'est ce qui restait. Voilà, après que les uns aient été vendus. Voilà, après que les uns aient été vendus. Et d'ailleurs, pour les connaisseurs du dossier, ils se posent la question, où sont passés les 400 bulldozers et 75 pelleteuses du programme Graines qui étaient affectés à ces projets? C'est la question. Donc, Sotrader qui avait décidé de revendre 360 engins, notamment 290 bulldozers, DSR et 75 tractopelles par le partenariat signé avec la société allemande, une société allemande, Ritchie Bros Auctioneers, de Pays-Bas. Il faut lire ça en allemand. Pour un montant, donc la vente, voilà, l'État paye pour 77 milliards et vous revendez quelques engins à hauteur de 27,47 millions d'euros, soit 18 milliards 1. Et où est passé cet argent? La question, qui dirigeait l'entreprise Sotrader à cette époque? Nous ouvrons là. Mais il est peut-être temps de les... Nous jetons là un pavé dans la mare que les autorités de la task force, puisque ce sont elles qui surveillent depuis
le 30 août dernier, les éléphants blancs, pourquoi ça n'a pas marché. Je ne vous donnerai pas le nom de celui qui gérait cette entreprise à cette période. À vous de le trouver. Oui. Il est passé entre-temps à la présidence de la République où il a occupé des hautes fonctions. Je ne citerai pas. Aux autorités de la task force de trouver la personne parce que c'est elle qui aurait vendu, je dis bien aurait, je ne confirme pas, qui aurait vendu ces engins à hauteur de 18 milliards,1. On est tellement déjà habitué aux grands chiffres ici grand que chiffre, ça ne- voilà. Donc, il est important que le président de la République, pour moi, Oui. avant, puisqu'il a promis de relancer les activités, il est important qu'il regarde, ou qu'il regardât d'abord les dépenses ou les manigances qu'il y a eu derrière. Non, d'abord faire un bilan une sorte de bilan de tout ce qui a été investi. Oui. Qu'est-ce qui reste, où est passé ce qui manque et qu'est-ce qu'il y a lieu d'améliorer. Parce que c'est le contribuable, pour ce qui est, d'ailleurs même pour tout, pas seulement les emprunts, pour ceux qui empruntent, c'est le contribuable qui va trinquer, c'est nous qui allons rembourser. Et même ce qui est financement interne, c'est toujours le contribuable parce que c'est votre argent, ce sont vos impôts qui permettent de réaliser tous ces projets. Bien sûr. Très bien. Un dernier mot Non, rien à dire. Tout a été dit après la visite du Premier ministre, après la visite du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général des brigades. C'est pas étouffant, ça. Il faut préciser. Pardon. Voilà. Tout a été dit. Et nous, on voulait ajouter un peu ces ponts parce que les populations ne savaient pas un peu combien ça avait coûté, d'où sortait l'argent. Donc, il y a eu l'argent de la Banque africaine de développement, il y a eu l'argent de la Banque mondiale, et il y a l'État gabonais qui a investi à hauteur de 77 milliards de francs CFA. La suite, ce sera pour... le pavé. La suite de ton investigation, ce sera dans... Très prochainement. J'ai jeté d'abord le pavé, et puis bon, qu'il éclabousse certaines personnes. D'accord, très bien. Parlons à présent des organes de suivi des actes du dialogue national. Toujours avec toi, Gaba. En milieu de semaine, le colonel Ulrich Manfumbi a fait lecture de plusieurs décrets. Le décret 189 PT-PR-MRI. Également, décret 190 PT-PR-MRI. Le décret 191 PT-PR-MRI. Le premier de ces décrets, excusez-moi, portait création et organisation et composition du comité constitutionnel. Vous avez entendu la nomination des hauts dignitaires au sein de ces comités. On n'a pas attendu longtemps que la toile s'est enflammée parce que ceux qui pensent être connaisseurs ont estimé qu'on aurait dû d'abord commencer par le décret de création de ces entités avant de procéder, aux nominations. Mais vérification faite. Vous voyez que c'est les mêmes décrets qui se suivent. Les décrets ont été pris au même moment, ils ont été signés par le président de la transition au même moment. Mais comme ce sont des décrets signés par le président de la République, il faut être précis. La parole du président de la République doit être précise, sa signature doit être précise. Donc, le colonel Manfumbi a lu, à l'avis de certaines personnes, a lu ces décrets par à coup. Un coup aujourd'hui celui-là, un coup demain celui-là, un coup. Mais sinon, ce sont des décrets qui ont été signés au même moment. Si vous regardez bien, si je vous les présente, vous verrez que la date de signature, même s'ils ont chacun son numéro, ils ont été signés le même jour, le 6 mai d'ailleurs. Ça se dit lorsque vous les regardez sur le petit écran. Donc il y a eu ce problème, les gens ont crié, il fallait qu'on crée, comme disait Dieudonné, d'abord ces organes de suivi, de surveillance, et ce conseil constitutionnel avant la nomination des individus. Mais comme je vous l'ai dit, tout a été signé le même jour. Deuxième problème qui a été soulevé, on a dit, dans ce conseil constitutionnel national, il manquait 2 provinces. Il manquait notamment la province de la Nyanga, il manquait notamment la province de l'Ogooué-Vindo. Oui, d'après les informations que j'ai, ce n'est pas de la géopolitique qu'on fait là à ce niveau. Toutes les autres provinces ont été représentées après dans les autres organes, tels que l'organe de suivi, l'organe de surveillance.
Donc on ne pouvait pas voir toutes les provinces dans le comité constitutionnel. Pourquoi ça te fait sourire? Avant, tu termines d'abord, vas-y. Voilà. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parcourt la nomination dans les autres organes, on constate que toutes les provinces sont représentées, bel et bien représentées. Alors, le sourire narquois, c'est quoi cette sourire narquois? Fidji, c'est que je me rends compte qu'une fois de plus, on ne se bat pas pour que ce qui a été décidé en Ngondje aboutisse, on se bat encore pour les postes. Voici ce qui me fait sourire. Tel n'a pas été nommé là-bas ou tel parti du Gabon n'est pas représenté. On se bat pour les petites choses alors que nous devons nous battre pour un Gabon nouveau. Voici ce qui me fait sourire. Je suis quand même un peu choqué, mais enfin, bon, ce n'est qu'un point de vue. Nous sommes dans un pays démocratique, on est libre. Ce n'est qu'un point de vue, chacun de nous est libre. Voilà pourquoi je dis que ce n'est qu'un point de vue. De livrer ses pensées. Oui. Et moi, je pense que ceux qui ont d'ailleurs décrié à tort ou à raison qu'il manquait les représentants de la province de la Nyanga et la province de Goïvindo, ils ont leur raison, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Lorsqu'on regarde bien la constitution de cet organe, il n'y avait pas les représentants. Mais toujours est-il qu'on a retrouvé les représentants de ces deux provinces dans les autres organes. Il faut que je commence à me battre sur quelque chose. À chaque fois qu'il n'y a pas un combat dans un groupe, il faut que je le dénonce. Je vais le faire. Voilà, donc pas de panique, on est sur le bon chemin. Pas de panique. Pour la surveillance des actes pris pendant le dialogue national inclusif. On va observer. Sauf qu'il manquait M. Koumba dedans. Dans lequel Gabin Atiga, votre humble serviteur, a été. Oui. Dans la sous-commission institution. Donc c'est bien passé. Certaines décisions. Belle expérience. Je me reconnais, belle expérience. Mais nous avons travaillé sur la base des contributions des populations. Et c'est le peuple qui est souverain, comme on dit. Fidji, on est dans les revendications. Je revendique aussi la présence de mon nom dedans. Mais non, pas la présence du nom, ta présence à Ma toi. présence à moi dedans. C'est ce que je revendique, Monsieur le Président de la République. Très bien. Tout autre sujet avant de passer à... Oui, on va aller dans le Haut-Ogooué. Dans le Haut-Ogooué, oui. Notre sujet... L'avant-dernière? Non, le dernier sujet de la note introductive avant de passer... Oui, on va parler du tronçon... Seconde partie de l'émission. Kélé au Kondja. Au Kondja. Tu étais dans le Haut-Ogooué il n'y a pas longtemps. Oui, j'étais dans le Haut-Ogooué, vous savez. Pour les habitués, Kélé, c'est le carrefour. Vous prenez la droite, vous allez à Lekoni, Bongoville. D'abord Bongoville, Lekoni, et si vous prenez la gauche... Vous montez plus haut sur les plateaux, vous allez au Congo. Vous pouvez aller jusqu'au Congo. Vous prenez la gauche, vous arrivez d'abord... Angoni. Non, d'abord à Yuga, Ngoni, Akeni, Otala, Lekori. Et vous arriverez au bord de la Sébré-Bricolo avant de faire le tour qui vous ramènera à Makoko. Makoko. Voilà. Il connaît un peu. Alors, donc, c'est un tronçon de près de 180 km qui, si on y prend garde, comme j'aime le dire ici, risque de connaître une dégradation assez avancée parce que, comme vous le voyez sur ces images, l'ensoleillement n'est plus effectué, donc du coup, la route ne respire plus, le soleil n'atteint plus le bitume. Et sur certains endroits, il y a des nids de poules qui commencent à se former. Et donc, il est pourtant, sur ce tronçon n'est pas pratiqué par des grumiers. Si, on exploite désormais le bois, on exploite même du minerai depuis au Kondja. Donc, attention. Ouais. Oui. Donc, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les grumiers, il n'y a pas que ces minéraux qu'on transporte. Il y a aussi que, comme je tentais de vous le dire, la route ne respire plus, on ne lague plus les branches qui commencent à tomber sur la route. Et c'est l'autre ennemi de la route. Le premier ennemi, c'est l'eau. Le deuxième, lorsque elle n'est pas ensoleillée, elle va connaître une dégradation si, comme je le disais, si on ne fait pas attention. Mais tout ça, c'est la conséquence de ce que l'ancien régime avait décidé, de la disparition des subdivisions des TP dans les différentes localités. On espère qu'avec le nouveau régime, avec le nouveau ministre des Travaux publics, le général Flavien Zundu, qui d'ailleurs, depuis quelque temps, a entrepris un peu le tour du Gabon, on va reprendre l'ensoleillement de nos routes. Lorsque vous allez dans le Grand Nord, c'est la même chose que l'on constate. Les routes ne respirent plus, s'il faut le dire comme ça. Il y a les hautes herbes, les grands arbres qui commencent c'est un peu dans la zone du Moyen-Ogooué et de Langounié que les routes sont quelque peu parce qu'on est un peu dans la plaine. Parce qu'on est dans la plaine. Ensoleillé. Par endroits, les routes sont ensoleillées. Et qui paye les entreprises je crois que
c'est des travaux qui relèvent du privé. Maintenant, qui paye, là, je ne sais pas. Je ne saurais le Parce dire. qu'à l'époque, avant qu'on décide d'arrêter les activités de subdivision, Même lorsqu'on avait, les TP avaient arrêté, il y avait des entreprises privées qui faisaient l'ensoleillement. Oui, tout à fait, mais parce qu'elles relevaient des subdivisions des TP qui étaient dans les différentes localités. Et donc, c'est les TP qui payaient. Le ministère qui reversait l'argent dans les subdivisions, je crois, payaient directement ces entreprises privées. Malheureusement, sur ce tronçon, et comme d'autres tronçons du pays, les routes ne sont plus ensoleillées et on risquera de perdre nos routes. Et l'ensoleillement, à un autre côté, permet d'ouvrir les routes, c'est-à-dire que vous pouvez voir celui qui arrive au loin, même en plein virage. Et ça vous permet, vous, en tant que conducteur, de prendre les dispositions qui s'imposent pour mieux vous croiser. Mais lorsque les branches des arbres ferment la route, il y a il y a beaucoup de risques. On termine avec ce bon les à risques savoir, de perdre les routes et les risques d'accident. On termine avec ce bon à savoir de la sécurité routière pour retrouver la deuxième partie de l'émission. Ne ratez pas, les sujets sont croustillants, intéressants, touchants, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité. Oui. Donc, à tout de suite. Le temps pour vous de prendre, de rafraîchir un verre d'eau. On se retrouve. Confortablement bien installé devant votre téléviseur, on démarre cette deuxième partie avec toi, Dieudonné. Oui, et moi je suis confortablement installé devant cette caméra. Tranquille. Ouais, on parle du déguerpissement des populations de Plein-Noretti. Plein-Noretti, pour ceux qui ne le savent pas, nous ne parlons pas du grand quartier, mais spécifiquement des populations qui habitent juste derrière Gabon Télévision et derrière Mbolo. L'État a décidé de les déguerpir pour un projet... construire la cité administrative semble-t-il, pour construire cette cité administrative, ce qui est un bon projet. La terre appartient d'abord à l'État. Mais ces gens qu'on va déguerpir là, première question, où vont-ils aller? Deuxième question, jusqu'ici, il n'y a pas d'entretien pour parler des mesures d'accompagnement. La troisième chose, c'est que ce qu'on semble appeler aujourd'hui squatters qui habitent à côté, si on les déloge et qu'on ne leur trouve pas un lieu de relogement, ils vont aller squatter à un autre endroit. Ça va faire des nouveaux squatters à un autre endroit. Donc, avant de pouvoir les chasser, je pense qu'il faut... Le mot est fort, pas chasser. Chasser, déguerpir. Voilà, avant de pouvoir les déguerpir, je pense que le gouvernement devrait s'asseoir. Non, on devrait d'abord recenser tout le monde. On recense tout le monde. Ensuite, on convoque les chefs de famille autour d'une table pour pouvoir trouver des solutions. Et là, il y en a qui ont des investissements sérieux derrière Fidji. Dans le reportage, on va le voir. Il y en a qui ont des investissements sérieux. Il y en a qui sont là depuis les années 60. On ne peut pas vous permettre de vous dire comme ça, partez. Je ne pense pas que c'est ce qui est en train de se faire. Oui, tu voulais dire, oui. Le site sur lequel nous sommes, ici, c'est la vallée Sainte-Marie. Ça allait jusqu'à là-bas. Et il n'y a personne pour me l'apprendre parce que j'ai grandi ici. Ça allait jusqu'à là-bas. Oui, monsieur. Lorsque l'État avait initié le projet de la construction de la maison de la radio, les populations étaient indemnisées. Non, monsieur. Si. Non, je vous dis si. Non. Monsieur Oliver Ngoma, Monsieur Oliver Ngoma, Monsieur Olivier Ngoma, avec qui nous sommes restés longtemps, habitaient ici. Ils avaient été indemnisés. Ici, c'est pas là-bas. Mais c'était toute la zone. On ne choisit pas. Ici, non, on ne choisit pas ceux de là-bas. Non, on ne choisit pas un seul endroit. Dieudonné Gabin, ils se sont constitués en assemblée générale. Oui. On va d'abord écouter leur version et on revient tout de suite pour en discuter. Il n'y a pas de souci. Ok, on y va. Nous sommes les populations de
la zone impactée par le projet de construction d'une cité administrative derrière Mbolo, la zone dite derrière Mbolo. Et aujourd'hui, 16 avril, nous nous sommes retrouvés pour échanger. Échanger parce que depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours, nous avons suivi avec beaucoup d'attention des communications du gouvernement concernant la déclaration d'utilité publique de la zone de Plaine-Oreti, la zone impactée par ce projet, la première chose. Deuxièmement, la présentation au président de la République de la maquette du dit projet. Mais avant ça, il y a que les populations ont reçu la visite des agents du ministère de l'Habitat et de la NUTTC qui sont venus recenser et procéder à un maîtrise de l'habitat. Depuis ces jours, nous n'avons pas eu de contact avec le gouvernement. Les populations n'ont reçu aucune information officielle. Mais l'inquiétude de ces populations grandit, d'autant plus que dans les réseaux sociaux, les commentaires insistent sur le fait que des populations auraient reçu un dédommagement pour quel projet on ne sait pas. En tout cas, il ne peut pas s'agir de ce projet, d'autant plus que ce projet, le premier acte administratif du gouvernement, ou plutôt le premier acte réglementaire du gouvernement, c'est la déclaration d'utilité publique qui date il y a à peu près 2 semaines et mois. Donc le projet commence à la date de la déclaration d'utilité publique. Avant ça, l'État a trouvé des populations autochtones. Il y a des populations autochtones ici, depuis les années 40. Parce qu'on est en fait dans la vallée Sainte-Marie. Donc, la réunion de la population ce jour, c'était en fait pour voir comment on peut présenter cette problématique au président de la République pour que les choses, si ce projet, nous le souhaitons, ça va droit dans le désir du Gabon, des Gabonais de voir leur pays se développer. On veut avoir un pays moderne. Donc nous sommes tout à fait d'accord à 100% avec le président, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce que nous souhaitons simplement, c'est qu'il instruise son gouvernement à faire les choses dans la règle de l'art. La règle de l'art, c'est quoi? Premièrement, il faut contacter les populations. Il faut qu'il y ait une communication vis-à-vis de la population concernée. Ensuite, faire comme la jurisprudence l'a fait, c'est-à-dire proposer une zone de relogement, parce qu'il y aura plusieurs scénarios possibles. Donc, s'il y a un dédommagement, proposer des zones de relogement ou des indemnisations compensatrices à la hauteur de la valeur des maisons de l'habitat qui vont être construites.
Je suis Michel Magloire Ayégué, natif de Plein-Oreti, depuis près de 60 ans, habitant. Résident autochtone de ce quartier depuis les années 50, avec des investissements non moins importants, nous refusons d'être traités de squatters. L'administration étant écrite, nous souhaitons que la présentation des documents subséquents soit faite par nos autorités pour nous renseigner sur les projets concernés et l'identité des différents bénéficiaires. Nous ne nous opposons pas aux décisions du Conseil des ministres en sa séance du 22 janvier 2024 qui déclare notre zone d'utilité publique. Cependant, nous souhaitons que la décision du gouvernement se fasse dans le respect de notre citoyenneté. Nous souhaitons un dédommagement au prorata des investissements de tout un chacun et du préjudice subi. Je voudrais juste relever que les populations de Plein-Oreti, dans son entièreté, sont établies ici depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Et on ne peut pas dire à ces populations que ce sont des squatteurs. Tout le monde sait ce qu'on appelle un squatteur. Donc, nous disons que la décision qui a été prise, c'est de bâtir des cités administratives là où nous habitons. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre des idératas des pouvoirs publics. Nous acceptons de partir, mais avec dignité. Dignité, c'est-à-dire qu'on doit tenir compte non seulement de la durée du temps qu'on a mis dans ce quartier, mais également des investissements qui sont des nôtres. Le Gabon n'est pas une république bananière. Quand on entend ici et là que les populations de Plein-Oreti ont été indemnisées, on ne sait pas quelle indemnisation. C'est par rapport à quel projet on a indemnisé les gens. On a cassé chez qui pour qu'on soit indemnisé. Donc on arrête un peu des propos comme ça. Et les gens vont dans tous les sens. Et ça fait des frustrations. Les gens peuvent tomber malades. Il y en a qui tombent déjà malades. Donc nous disons qu'on nous reçoive pour qu'on discute de notre départ. Qu'on nous reçoive. C'est ce que moi je voulais dire. Que le président prenne attache avec ses collaborateurs pour qu'on reçoive les populations de Plein-Oreti, afin que nous puissions discuter de notre départ. Nous sommes un peu surpris déjà de la manière à laquelle la procédure est lancée, parce que nous aurions souhaité que le gouvernement nous prenne d'abord pour une prise de contact et au moins nous avertir, et par cela être même en réunion pour pouvoir nous donner un peu les conditions dans lesquelles le déguerpissement doit se passer. Mais curieusement, nous avions été surpris de voir le Premier ministre, qui est un sage déjà, que nous connaissons très bien avec sa sagesse, qui a aussitôt déclaré que les habitants de Plein-Oreti, une partie des habitants de Plein-Oreti avaient été déjà dédommagés. Nous sommes très surpris de cela, de sa part. Mais je crois qu'il n'a pas été certainement bien informé de la situation. À moins qu'ils ont des dossiers qui nous rassurent que effectivement, une partie de Plein-Oreti avait déjà été dédommagée. Alors sur ce, nous sommes
la suite, c'est que la manière à laquelle nous disons, ce qui nous amène à être surpris, c'est que nous avions eu ici des gens qui sont arrivés ici, qui viennent du ministère, je crois, de l'Habitat, le groupe Mangloire, un truc comme ça. Ce monsieur avait été ici, je crois qu'il a été même arrêté. Alors, ils nous ont amenés du côté de rénovation. Ils sont arrivés ici, ils avaient mis Zadra. Alors, par la suite, nous avions été là-bas chez eux. Ils nous ont fait signer des documents, effectivement. Ça, moi, je reconnais que j'avais signé. Et tout en nous certifiant que voilà, vous aviez des montants ici. Et vous signez là parce que vous êtes propriétaire des maisons. Donc, ils ont recensé ces maisons-là. Et puis, par la suite, ils nous avaient rassuré que le dossier devait y aller du côté du ministère, c'est-à-dire des autorités compétentes. Nous sommes allés, nous avions signé les documents. La grande majorité de Plaine-Orette avait signé les documents. C'était même un truc bien ficelé. J'ai comme l'impression que c'était une affaire montée de toutes pièces. Parce que si le gouvernement, jusqu'à ce jour, n'est pas vraiment rassuré, n'a pas les bonnes informations sur ce dossier, c'est que quelque part, c'était une affaire montée de toutes pièces. C'était une bande de toutes pièces. Alors, nous sommes allés d'ici. Ils nous ont même amenés du côté de Bikele. Moi, particulièrement, je suis allé à Bikele. Ils nous ont dit, messieurs, voilà les différentes maisons que vous deviez en avoir, compte tenu de vos investissements. Parce que j'ai quand même fait pratiquement toute ma vie à Plaine-Orette. J'ai plus de 50 ans ici à Plaine-Orette, parce que plus de 50 ans ici. C'est d'abord mes parents qui ont vécu ici, et moi-même aussi, j'ai plus de 50 ans ici, de vie ici à Plaine-Orette. Donc j'ai pratiquement tout investi ici. Il serait pour moi inadmissible que le gouvernement, qui nous a dit qu'il mettait tout à plat, et qui a pris pratiquement les choses dans les bonnes conditions, parce que c'est que ceux qui ont géré ce pays ont géré ce pays comme une épicerie. Qu'aujourd'hui, ceux qui viennent, que nous avions vraiment donné beaucoup d'estime, que ces personnes-là viennent et aujourd'hui nous raser comme ça, dire que vous allez partir d'ici sans rien. Vraiment, je ne pense pas que ce sera une bonne chose de ce gouvernement-là. Et je ne pense pas aussi que monsieur le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est vraiment assez sage, puisse avoir une telle réaction. Parce que j'ai bien vu comment le président est allé du côté de la poubelle là-bas, qui a pu donner des logements aux personnes qui n'ont pratiquement rien investi, qui nous sommes des Gabonais effectivement, qui nous avions investi dans ce quartier et nous avions rendu la convivialité dans ce quartier. Il faut le reconnaître parce que investir comme ça, ça fait partie du développement. Moi, je suis un jeune Gabonais. Aujourd'hui, effectivement, j'ai été licencié et je suis pratiquement assis à la maison. Disons, mon épouse et moi, nous sommes pratiquement assis à la maison. Qu'on vienne me déguerpir sans rien donner, je pense que je vendrai mon âme pour cela. Donc je suis prêt. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Ce que nous attendons du gouvernement, effectivement, c'est de leur côté, en fait. Lorsque on prend des responsabilités, on dit gouverner, c'est prévoir. Alors, monsieur Brice Clotaire, le CTRI a pris le pouvoir, qu'ils prennent leurs responsabilités vis-à-vis de la population. Nous ne voulons pas une population mendiante, parce que je n'espère pas que monsieur Oligui, qui est là aujourd'hui, qui est président de la République, ne voudrait pas une population mendiante. L'autre nous disait souvent, heureux, je serai heureux que quand les Gabonais seront heureux. Mais il est parti, il a laissé les Gabonais malheureux. Oligui qui arrive, il ne veut pas nous laisser aussi dans les mêmes circonstances. Et moi, je ne suis pas un malheureux, parce que j'ai au moins bâti une maison. Donc je ne voudrais pas être malheureux, ou bien être mendiant. Je n'accepterai pas cela. Je suis fier de ce que je suis. Je ne demande rien au gouvernement, si ce n'est que me dédommager. S'ils estiment que les terres appartiennent à l'État, je l'accepte. Mais qui nous dédommage en bonne et due forme. C'est ce que nous souhaitons. Alors Gabin, tu avais commencé à donner une information. Est-ce qu'on te permet d'aller jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Ensuite, Oui, j'étais presque arrivé au terme de mes propos. Je disais, sur ces sites, avant, lorsque le gouvernement de l'époque d'Omar Bongo décide de bâtir ici la maison de la radio, c'était un quartier qui allait d'ici, de là où nous sommes, jusqu'à, j'imagine, jusqu'à là où
C'est surtout aujourd'hui les compatriotes qui réclament des sites de relogement. Mais ces populations avaient été indemnisées ici. Ils ont été, peut-être pas relogés, ils avaient été indemnisés, parce que je pense qu'à l'époque, on ne pensait pas déjà au relogement, mais ces populations étaient déjà parties d'ici. Je me souviens avec Oliver, de son vivant, on en parlait souvent, mais il disait qu'ils habitaient ici, à la vallée Sainte-Marie. Ils étaient partis d'ici, je crois, pour quel quartier? Si je ne me trompe pas, pour le 7, Terre Nouvelle, avec son défunt papa, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, ils étaient partis pour cette zone. Mais après, comme le projet n'est pas allé à terme, il y a les populations qui sont venues se réinstaller. Maintenant, espérons que ces populations qui étaient en assemblée, que nous venons de suivre, ne sont pas de nouvelles populations qui sont arrivées après l'aboutissement de ce projet. Nous savons que sur toute cette zone-là, il était interdit de construire parce que ce sont des terrains d'utilité publique. Maintenant, comme ce sont des compatriotes, il faut s'asseoir autour d'une table, puisque le Premier ministre a dit, les autorités ont dit, elles avaient déjà été indemnisées. Et moi, j'avais un témoin à l'époque de son vivant qui l'avait dit qu'ils avaient été indemnisés. Le plus important, ce sont des compatriotes, c'est de s'asseoir autour d'une table, puisqu'on pense Gabon d'abord, comme a dit Dieudonné au départ, penser à une zone de relogement pour qu'il ne soit pas de nouveaux squatters quelque part, penser aux mesures d'accompagnement, puisque il le faut, il ne faut pas jeter ses compatriotes en pâture. Moi, je pense que c'est ça le meilleur accompagnement que le gouvernement peut apporter à l'endroit de ses compatriotes. Bon, Fidji, j'ajoute juste à ce qu'il vient de dire qu'un pays n'est pas géré comme... même une épicerie. Même une épicerie, on fait des comptes. On fait des comptes. Voilà. Donc, si ces gens ont été indemnisés, ça veut dire qu'il y a des archives quelque part. On peut retrouver les noms des familles qui ont été indemnisées. À ceux-là, on va leur dire, écoutez, vous avez perçu l'argent, allez-vous-en. Mais voilà pourquoi j'ai dit pourvu que celles-là qui se plaignent ne soient pas de nouvelles, familles qui sont revenues. Non, Gabin, je suis d'accord avec toi. De deux choses l'une. La première, c'est qu'il y a des nouveaux habitants. Il y a aussi des anciens. Il y en a peut-être qui ont perçu la fameuse indemnité. Et qui sont restés. Qui sont restés. Ou qui sont partis et sont revenus. Ou qui sont partis, qui sont revenus, ou qui sont restés. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'on va ressortir les archives, on trouvera qui a été indemnisé, qui a perçu quoi. Et c'est ce que ces populations attendent. Maintenant, il y a ceux qui ont des investissements sérieux. Si vous allez par exemple vers le fromager, vous regardez l'hôtel qu'il y a en dessous, ça, je pense que le monsieur a investi quand même au-delà de 100 ou 200 millions de francs. On ne peut pas se permettre de casser comme ça. Non, il faut des mesures d'accompagnement. Mais voilà, la première chose, c'est qu'il faut un recensement. Ensuite, il faut qu'il y ait un tour de table pour savoir qui est qui a perçu quoi. Tu proposes. Voilà. Qui a perçu quoi, qui fait quoi. La seconde chose, c'est que, oui, la terre appartient au gouvernement. Le gouvernement peut décider. De faire ce qu'il veut. En tenant compte ou en prenant en compte ceux qui sont là. Tout à fait. Parce que les premiers habitants, les premiers occupants d'une terre peuvent être considérés comme... des autochtones. Voilà. Mais il faut quand même qu'on les accompagne, il faut qu'on leur trouve un site de relogement. Sinon, ça va provoquer de nouveaux squatters dans les greniers. Voilà. C'est une situation préoccupante. Oui. J'espère que tu reviendras avec d'autres informations pour la suite. Lorsque le déguerpissement va se faire, on va faire un autre document pour mieux expliquer aux populations. Et même si le gouvernement devrait rencontrer ces populations, il faut qu'on y soit pour mieux expliquer aux populations. J'imagine qu'il y a eu des études d'impact, donc on a dû contacter les populations. Jusque-là, ils sont passés faire des marquages sur chaque maison. Ça aussi, je trouve ça un peu violent. Ouais, vraiment, c'est même stressant. C'est violent, c'est stressant. Il faut réunir les populations pour leur dire l'importance de ce qui va être fait. Il faut rassurer les gens. Ce ne sont pas des bêtes, ce sont des êtres humains. Vous venez, vous expliquez, vous les réunissez, ou un collectif se réunit, vous réunissez un collectif pour leur dire, voici ce qui va être fait, voici l'importance de ce projet. Voici ce que nous proposons pour vous. Parce que tel que c'est fait, tel que je les entends, c'est des populations qu'on va jeter dans la rue comme ça. Ce qui est bien, c'est que même ce sont des gens constitués en collectif. Ils attendent juste... Ils sont prêts. Voilà, qu'on leur fasse appel. Ils attendent. Très bien, merci Dieudonné pour ce reportage. Vous imaginez du jour au lendemain perdre toute votre famille lors d'un accident de voiture ou d'avion. C'est des situations choquantes, compliquées et qu'on ne souhaiterait pas à nos pires ennemis.
C'est l'histoire de cette dame, Madame Mayombo. Non, Madame Mariette Mapaka. Madame Mariette Mapaka. Qui vivait maritalement avec M. Olomo, Oui. Joseph. Tous deux, je crois, étaient enseignants. À cause de la recrudescence des grèves à cette période, parce que nous étions en février 2014, Oui. ils avaient dû enlever leurs enfants d'une zone pour une autre. Donc ils étaient allés dans la zone de Ntoum, je crois, si je ne me trompe pas. Elle va le préciser dans le reportage. Et puis comme chaque matin, il fallait déposer les enfants. D'abord madame et les enfants. Monsieur Olomo, feu Joseph Olomo Joseph, qui venait de déposer son épouse, sa concubine, parce qu'il n'était pas marié officiellement. Au moment d'enjamber le passage à niveau du chemin de fer, va arriver un train à toute pompe qui va les percuter. Et dans cet accident, il va y avoir mort de 7 personnes, Monsieur Lomo, l'adulte, et 6 enfants. Je préfère que l'on suive le reportage, parce que comme vous le dites, je ne souhaiterais ça à personne. Je n'ai pas tenu lorsque cette dame-là s'est tenue devant la caméra. J'ai fondu en larmes parce que je me mettais dans sa peau. Ok, donc on regarde et à tout à l'heure. Installée à Bikele, dans l'enceinte de l'école publique où elle est désormais affectée, Madame Mariette Mapaka a reçu notre équipe de production afin de nous relater son histoire. Souvenez-vous, cette dame a perdu 7 membres de sa famille dans un accident mortel à Colton sur un passage à niveau. Ce fait divers a fait la une des journaux il y a 10 ans. Je suis Mariette Mapaka, cette jeune dame qui avait été fortement éprouvée un 3 février 2014 sur le passage à niveau d'un coltan. C'était un lundi, 3 février, à 7 h. Grande avait été notre surprise de voir ce train de la société CETRAG à 7 h du matin, où mon défunt mari et mes enfants, à cause de plusieurs grèves à l'éducation nationale, parce que mes enfants étaient à l'école publique de la Plaine à Aimé, où moi-même je travaillais. À cause de plusieurs grèves à l'éducation nationale, nous avons dû enlever nos enfants à cette école pour les emmener avec lui en Toum, là où il était affecté. Et très tôt le matin, comme de coutumé, il fallait aller me déposer juste au rail et continuer avec les enfants. Là, j'ai été surprise, moi qui suis restée au sol, par ce train qui avait été lui surpris aussi. Parce que vraiment, le klaxon, il a klaxonné au moment où il a vu le véhicule. Et tellement il était en vitesse, il les a pris tous. Ils étaient 7, mon défunt mari, M. Olomondo Joseph, une de mes filles, Mapaka Irma Florentine Alexandra, mon fils, Yoto Olomo Josmar Simon, une de mes nièces, Ngombo Doumou, Anne Sarah, une autre des filles de mon mari,
de mon défunt mari, Mwele Olomo Katusha Kelly, une autre ayant Olomo Chirel Lucie, et le fils du voisin, oui, Prince Kombila Boussougou. Et voilà comment ils ont été tous renversés par ce train de la société centrale. Nous sommes maintenant en 2024, ça nous fait 10 ans. 10 ans, la société centrale n'a jamais mis le pied pour répondre aux appels du tribunal pendant les audiences. 10 ans, le tribunal n'a jamais rendu le verdict. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens encore crier au comité de transition et de restauration afin que nous soyons restaurés. Nous, les familles qui avons été éprouvées. J'ai la maman du petit prince Boussougou qui vit à Tchibanga avec son époux. À l'annonce du décès, c'était son fils unique. À l'annonce du décès, cette dame est rentrée dans un coma pendant 3 mois. Au sorti du coma, elle a fait un AVC. Nous avons audience le 23 mai. Pour ceux qui veulent la rencontrer, vous venez au tribunal de première instance de Libreville, vous allez la voir. C'est une femme qui est portée. Et après plusieurs audiences au tribunal, aidée par Madame Owe, à l'époque procureure de la République, nous passions à chaque fois devant le tribunal afin d'attendre CETRA pour nous rendre, afin que le tribunal nous rende justice en fait. Et CETRA n'a jamais été présente après plusieurs appels. Et après le passage de Madame Owe au tribunal, j'ai continué de repartir pour revoir le dossier, à quel niveau le dossier était. J'avais appris après que le dossier avait été porté disparu au tribunal de Libreville. Je suis restée un moment et puis j'ai recommencé à relancer les recherches par l'aide d'un jeune frère magistrat qui va me demander d'aller rencontrer un cabinet d'avocats. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré un jeune avocat gabonais qui, lui, a continué de chercher le dossier et l'a retrouvé hors du tribunal. Voilà comment les audiences sont reprises depuis le 20 février 2024. Et là, je viens vraiment crier à l'oreille du comité de transition. Je suis une mère qui, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait mon deuil. Je ne sais pas si quelqu'un a vécu ce que moi j'ai vécu. J'ai assisté à la scène, ça s'est passé devant mes yeux. Ça s'est passé devant mes yeux. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas faire le deuil. Pourquoi? Pourquoi le tribunal ne peut pas me rendre justice? Pourquoi? Pourquoi dans un pays de justice? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, l'affaire traîne au tribunal? Une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. À l'époque, Jonas Moulinda était au Gabon et je crois que ce journal était le tout premier numéro. Vous voyez? C'est toute une famille, ce n'est pas un album photo. C'est des personnes qui sont décédées. Là, je n'ai pas la photo du petit prince parce qu'ils avaient sorti le corps plus tôt. Et je crois que par les parents, parce que moi, j'ai passé un séjour en psychiatrie à cause du traumatisme, qui aujourd'hui, je suis hyper tendue. Je passe le temps, tous les jours, il faut prendre des comprimés. Tous les jours de ma vie, il faut prendre les comprimés. J'ai commencé à les prendre, je n'avais même pas 40 ans, quand j'ai perdu toutes ces personnes que vous voyez ici. Ici, vous avez M. Olomondo, qui est là. Ici, c'est Kelly. Moi, je l'appelais la puce. Ici, c'était Sarah. Là, c'était Mapaka Irma, que j'appelais Tifel, affectueusement. Ici, c'était Yoto Olomo, que j'appelais Béni. Quand je revois ces enfants, je me demande où est-ce qu'ils sont. Je ne sais pas si la caméra peut bien filmer. La petite sous le véhicule ici, c'est elle. C'est Sarah, la fille de mon frère, l'unique enfant de mon petit frère, le neveu de mon père. Vous voyez ce que ça fait? Aujourd'hui, j'ai peur même de refaire un autre enfant. Je vais appeler la petite qui était restée sous mes mains, Abigail Josmar. Elle n'avait que 2 ans quand elle a perdu son papa, quand elle a perdu ses frères. Elle n'avait que 2 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas facile, M. Atiga, ce n'est pas facile, peuple gabonais, de vivre. Aujourd'hui, elle est plus grande, elle essaie de comprendre. Mais hier, quand elle était toute petite, elle pouvait me poser la question à chaque fois. Maman, où elle gardait les prénoms de ses frères. Elle pouvait poser des questions. Elle était plus jeune, elle pouvait les voir.
pour me dire, maman, on ne peut pas dormir après manger sans que Tiffaine et Béni ne rentrent. Laisse-les rentrer. Je dis, maman, tu les vois où? Monsieur Atiga, c'est des choses quand ça me revient. Oh. On n'a que le Seigneur pour supporter ça. Il faut avoir Jésus pour supporter de telles choses. Ça fait 10 ans, c'est vrai. Il y en a qui vont dire, mais ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Je suis une mère. Je suis une mère. J'ai porté chaque enfant en moi. Ce que ça fait, je ne viens pas ici fêter leur anniversaire, mais je viens crier au comité de transition. Ayez une oreille envers moi. Au ministre de la Justice, je viens crier à l'oreille du ministre de la Justice afin que la justice me soit rendue. Je viens crier ici au président de la transition. S'il vous plaît, à même vos épouses, elles sont des femmes. Monsieur le président de la transition, imaginez que ça soit vous, mon frère, vous êtes même mon frère. Vous êtes mon frère. Et votre enfant unique, dans cet accident, monsieur le ministre de la Justice, madame le ministre des Affaires sociales, je viens crier à vous. Je viens crier à vous. Je viens crier justice. Que la justice me soit rendue, s'il vous plaît. Ça fait 10 ans. Il y a beaucoup de mamans qui sont décédées. La maman de Sarah est décédée. Elle n'a pas pu supporter. La maman de la puce est décédée. Elle n'a pas pu supporter. Est-ce que je pourrais encore supporter 1 an? Est-ce que nous voulons juste faire le deuil? J'écris justice. Le train fauche des personnes sur le chemin de fer. Il ampute une jambe ou un bras. Et pourtant, ils sont dédommagés. Pourquoi nous, 7 personnes, un seul jour, vous avez dans votre maison, dans votre salon, 6 corps? Oh Seigneur Jésus, comment faire pour les supporter si vous n'avez pas Jésus? Si vous n'avez pas Jésus, c'est vrai, j'ai un travail, mais je veux justice pour mes enfants. Aujourd'hui, tant bien que mal, Mariette Mapaka essaie de se refaire une vie, bien que difficile, car elle n'arrive toujours pas à faire le deuil des disparus. Mon quotidien aujourd'hui, c'est pas facile, monsieur Atiga. Aujourd'hui, j'ai des enfants que je rencontre. Moi-même, je suis enseignante. J'ai passé un séjour dans les écoles conventionnées où il y avait un petit de 3e année qui avait le même prénom que mon défunt fils, Simon. Et quand je regardais cet enfant, il avait des mêmes qualités. C'était un garçon souriant, mon Josmar Simon, que j'appelais Béni affectueusement. Il est là. Un garçon souriant, taquin. Un garçon souriant, taquin. Et ce petit-là, à l'école conventionnelle où j'étais, avait ces mêmes qualités. Et je suis allée voir la directrice pour dire, voilà ce qui m'est arrivé il y a tant d'années. Mais ce petit-là, vraiment, madame, je ne sais pas si je devrais rencontrer ses parents. Elle m'a dit, c'est vrai. Et à cause de cela, elle a demandé aux parents d'enlever le petit à l'école. Parce que ça me mettait hors de moi. J'avais comme l'impression que mon enfant avait réincarné dans cet enfant-là. Je pouvais peut-être pas avoir un problème dans la tête, mais je pouvais peut-être un jour voler cet enfant et l'emmener en pensant que c'est le mien. Et je peux comprendre pourquoi aujourd'hui, il y en a qui arrivent à voler les enfants. Elles ne sont pas malades, mais elles ont quelque chose dans la tête. J'ai rencontré un autre enfant dans la zone du PK5. J'ai logé un moment dans la zone du Perchoir. Ou une fille, parce que ma défunte fille ici, elle suçait le pouce. Et en suçant le pouce, elle faisait un tic à l'oreille. Et cette fillette-là, vraiment, c'était identique. Mince, toujours les cheveux coupés comme ma Irma, Florentine, que j'appelais affectueusement Tiffaine, ici. La petite là, quand même les autres enfants, j'avais 5 enfants, quand le grand garçon arrivait, Nicolas, j'ai dit, je fais à Nicolas, oui, regarde la petite là. Il dit, oh maman, elle est comme Tiffaine. J'ai dû partir du coin. Parce que je disais, je prenais la peine même de m'occuper de cet enfant comme c'était mon enfant. J'ai vu la maman de l'enfant, on a commencé à se familiariser. Et à chaque fois que j'avais quelque chose, je demandais à la maman de l'enfant quelle était la date d'anniversaire de cet enfant. L'enfant aussi était né en 2003, comme ma fille, ma défunte fille. Et je prenais la peine de m'occuper de cet enfant, vraiment comme si c'était mon enfant. Comme si c'était mon enfant. Au point où la maman pouvait dire que c'est sa deuxième maman. Quand je suis partie, j'ai décidé de partir de cet endroit.
pour vivre après au PK9. Parce que c'est des souvenirs qui sont vivants. C'est pas facile. J'ai perdu mon père, oui, j'ai perdu mes grands-parents qui m'ont élevé. Mais perdre un enfant, c'est une partie de vous. Quand vous rencontrez un homme sur la route qui n'a pas qu'un bras, qui a un pied, mais c'est une partie de lui. Je suis une mère. La mère est le premier être à savoir que je porte un enfant, que cet enfant est vivant et le mettre au monde, le perdre comme ça. Il n'avait pas... Irma Florentine avait à peine 10 ans. Josmar Simon devait fêter ses 7 ans le 24 février. Il décède le 3 février. Mais quand cette date me revient, comme pouvait me conseiller mon avocat, il pouvait souvent me dire, quand c'est leur date d'anniversaire, allumez une bougie. C'est ce que je fais. J'ai appris à le faire. Quand c'est leur date de décès, faites la même chose. Le 3 février dernier, je l'ai fait. Le 24 février, je l'ai fait. Je prends un gâteau. J'appelle les autres frères, les cousins. J'ai dit, venez, on va chanter. Peut-être que là où ils sont dans le ciel, ils savent. Car on dit, nous avons appris même à l'école, que les morts ne sont pas morts. Et je peux le réaliser, que mes enfants sont quelque part. Ça, c'est un mot que j'ai du mal à prononcer. Pour moi, je dis, ils ont disparu. S'ils ont disparu, je vais les retrouver. Parce que c'est des enfants qui servaient le Seigneur, que je sers aujourd'hui, qui me maintient en vie, qui me donnent la force de parler, de témoigner. Ce n'est pas facile. M. Atiga, mon quotidien aujourd'hui, j'ai une vie renversée. Toute ma vie, c'est quand m'a renversé la vie. Ce n'est pas facile. Au moment quand je me retrouve en train de rire avec les autres, je me souviens, ils sont sûrement à côté. J'ai du mal à voyager. Aujourd'hui, mes enfants reposent à Oyem, là où, dans le village de leur père. J'ai du mal à prendre la voiture pour aller à Oyem. Je n'ai pas de véhicule. Si c'est avec M. Atiga, nous allons aller au Mondial, je demande toujours au chauffeur de Punjoli, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'accorder 2 minutes, s'il vous plaît, chers passagers? J'ai comme l'impression que les enfants sont là et puis je passe. Ils me voient et puis disent, ah, on n'a pas mangé peut-être depuis le matin, mais maman passe. Je demande toujours au chauffeur de faire un escale, même de 2 minutes. Ce n'est pas facile. Il n'y a qu'une maman qui a eu ce coup, qui peut comprendre ce que je ressens. Les blessures sont encore vivantes. Le souvenir encore là. Ans après le drame, la seule chose qu'elle désire, c'est que justice lui soit rendue. Pour terminer, je vais partir. Pour terminer, je viens interpeller ici la justice gabonaise. Vous qui avez fait disparaître le dossier, vous qui ne voulez pas appeler ces tragues, vous, la justice gabonaise, j'interpelle ici le procureur du tribunal. Je viens d'abord interpeller le ministre de la Justice, le procureur de la République. Interpellez ces tragues. Vous qui ne voulez pas faire avancer ce dossier, rendez-moi justice. Rendez-moi justice. Je veux juste que justice me soit rendue pour mes enfants. Messieurs les magistrats, rendez-moi justice. Nous sommes des personnes sensibles hein, dans Matin Week-end. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi ce métier, ce travail de social, société. Bon, bref. Gabin, Mariette Mapaka réclame justice depuis février 2014. La question que je me pose, oui. Les hommes qui rendent la justice, là, vivent-ils sur une autre planète? Vivent-ils au Gabon? 10 ans après, février 2014, aujourd'hui nous sommes en mai 2024, 10 ans après, justice n'est pas rendue. La justice qu'on doit rendre au nom du peuple gabonais. Cette dame qui a tout perdu, même si elle a refait sa vie. Mais vous savez dans quelles conditions elle a refait sa vie? Non, je me pose la question. Je vous repose la question. Dites-moi. Les hommes en touche, dites-moi. Comment un dossier comme celui-là peut disparaître
du palais de justice? Dites-moi, du tribunal. Pour être retrouvé dans un cabinet lointain. Lointain. Vraiment. Non, dites-moi. Dites-moi. Et là encore, si on parle de pot de vin, on va dire qu'on est méchant. Oui. Comment on dit ça? C'est quoi ce qu'on fait aux magistrats quand on leur dit des choses pas belles? Manque de respect, je sais pas. Non, non, injure je un magistrat, quelque chose comme ça. Non, pour être un peu sérieux. Non, mais je suis sérieux. Pour être un peu sérieux. Parce que le simple fait de critiquer leur travail, ils vont dire comme d'habitude. Ce n'est pas une critique. Critiquer, c'est péjoratif. Oui, pour qui se prennent-ils, ces gars-là? Pour qui se prennent-ils? On dit souvent, j'entends, qu'est-ce que vous nous proposez à la télévision? Oui. Qu'est-ce qu'on nous propose comme justice? Qu'est-ce qu'on nous propose comme justice après un drame comme celui-là? Outrage, j'ai trouvé le mot. Voilà. C'est vrai, CETRAG ne se présente pas, mais CETRAG, c'est une entreprise. Ils ont certainement des avocats. Ils ont des avocats, ouais. Mais pourquoi CETRAG, pourquoi les avocats de CETRAG, depuis 2010, refusent de paraître devant le tribunal? Et pourquoi la justice laisse faire? C'est vraiment la question sans réponse qu'on ne comprend pas, en fait. Je n'ai pas souvent envie d'interpeller le pouvoir, le président de la République. Voici un sujet que monsieur le président de la transition, le président de la République, doit s'en saisir. C'est vrai qu'il y a séparation de pouvoir, mais la justice, s'il vous plaît, regardez le dossier de Mme Mariette Mapaka. Elle a perdu six personnes de sa famille, six anges, 6. C'est même pas 6, c'est 7, voulais-je dire. Oui, elle a parce perdu qu'il y avait, 7. semble-t-il, l'enfant du voisin. Le mari, qui était l'adulte, plus 6 enfants. Donc, elle a perdu 7. Madame Sidonie Floro, alors qu'elle était encore procureure, avait tenté de faire quelque chose. Mais excusez-moi des termes, la marmaille qui est au palais de justice. Excusez-moi. Et attention à ne pas prendre un outrage à magistrat. Non. Face à une telle situation, on ne peut pas rester muet, ce n'est pas possible. Eh ouais. 7 compatriotes ont trouvé la mort dans cet accident et il est difficile de rester Mais comment même les à responsables de la CETRAG peuvent croiser les bras? Sur le plan social, il faut assister cette famille. Elle a failli devenir, elle a perdu la boule un moment. Elle s'est retrouvée dans un asile psychiatrique. Ne serait-ce que sur le plan humain. Oui. Sur le plan humain. Essayez de suivre cette famille, cher monsieur de la CETRAG. Sur le plan humain, il y a des choses qui doivent se faire. Ils vous diront qu'ils ne peuvent pas être jugés partis. Où sont vos assurances? Oui. Que font vos assurances? Mais bon. Fidji, j'arrête de parler. Okay. Eh oui. Bien heureusement, Fidji, le cas qui va suivre a un rapport avec ce que vient de dénoncer M. Atiga. Toujours dans le. Comment peut-on prendre plaisir? Comment peut-on prendre plaisir à s'engraisser sur le dos des autres, sur les cas d'accident des autres? Ce n'est pas possible. Le jeune homme que l'on va regarder travaillait pour Somivab, cette société de valorisation de bois du Gabon. Il a eu un accident. Première chose, son patron lui dit qu'il n'y a pas de témoin qui prouve que c'est moi qui t'ai demandé de prendre la machine. Donc, l'entreprise... Je suis ton employé ou pas? Écoute ça, Gabin. L'entreprise se désengage. Mais ce n'est pas possible, je travaille dans cette entreprise. Mais bon, on va regarder le reportage et peut-être qu'on comprendra mieux. Bon, il s'exprime Kaya, mais vous comprendrez quand même. L'essentiel, c'est le contenu et le message. De son message. On regarde. Je m'appelle Léon Rahman. Je suis un employé de Somivab. J'ai fait un accident depuis le 6 octobre. Je me semble que depuis que j'ai fait cet accident le 6 octobre, tout ça a changé. Au début, il m'a emmené dans une structure, aller faire les soins. Ça n'allait pas. Quand j'ai ouvert les yeux, je vais à l'ensemble médical. Les problèmes ont commencé. Quand les problèmes ont commencé, jusqu'à j'ai eu les demandes d'explication. Ils m'ont donné les demandes d'explication en disant que non, on va se dégager. Parce que je suis parti à la CNC, je t'ai dit, quand on doit se guérir, on va ouvrir le dossier qu'on se guérir. J'ai dit non, ça n'existe pas. Et ils m'avaient prouvé ça. C'est maintenant à 5 mois qu'ils veulent prendre les soins. Ça, je les ai dit, non, mais tout ce temps-là, on était là, vous n'avez pas. Enfin, c'est maintenant, vous me prouvez même que vous n'êtes pas avec moi. À chaque fois, quand j'ai parlé, la DH, elle me fait balader. Quand on arrive à samedi, on va à l'hôpital.
Alors la CNSS, c'était la fin mois de janvier, elle me dit on va à la CNSS le 5 février. On part sur l'hôpital militaire qui m'amène pour aller faire les rééducations, donner les bâtons 80 000. Quand on fait l'éducation, je vois que le doigt là revient encore, ça me fait plus mal. Lui où je faisais les soins, il m'a demandé ok arrête. Tu restes à la même jour, tu seras prêt, tu reviens là. Mais quand tu seras bien, tu reviens ici à l'hôpital militaire. Le mois de février, c'était pareil. Elle me bloque tout la journée. Tu viens lundi, on va à l'hôpital. Lundi, c'est pas venu, c'est allé vers les inspecteurs. 2 fois chez les inspecteurs. Je vais au tribunal, on me fait tout le monde, il dit c'est pas ici. Je vais à Caille. Je vais à Caille, Caille m'envoie en ville. Et à Caille là-bas, c'est l'inspecteur adjoint qui m'avait demandé non, mais s'il voit qu'il ne paye plus, il te paye ton accident, il paye tes droits et tu peux t'asseoir. Parce que c'est pas tout sérieux. Tu as fait un accident, on ne veut pas prendre soin de toi. Et même dans la déclaration, la CNSS, je regarde, elle-même, il n'y a pas eu de témoins. Donc c'est le blanc qui m'envoie, c'est la machine travailler. Il y avait les gens qui disent, il n'y a pas eu de témoins dans la déclaration de la CNSS. Il a 15 ans, quand j'arrive samedi, pour vouloir prendre les sous la semaine passée là, elle me bloque l'argent. En disant que non, elle dit, le délégué par laquelle elle dit non, quand je lui dis venir, on va à l'hôpital, elle pense que je suis un idiot au fait. Elle parle au délégué, non, il n'a pas comme dit, il n'a qu'à venir lundi. Quand il vient lundi, elle me fait tourner. Elle m'appelle plutôt lundi à 9h, elle appelle, j'étais avec le délégué assis à la barrière, elle dit au délégué que non, lui de venir laisser son téléphone. Je dis non, je ne peux pas laisser mon téléphone, c'est pas aujourd'hui que je viens au bureau. C'est aujourd'hui qu'elle m'a dit de laisser le téléphone. Quand je suis resté de lundi jusqu'à de 8h à 11h, ça j'étais obligé de rentrer chez moi. J'ai dit c'est un mépris. Et j'ai marché du 27 jusqu'au 12 ici à pied, sous la pluie, le 16 jours là. Je me semble qu'elle s'en fout. Puisqu'elle m'avait dit des paroles une fois que non, va où tu veux. Quand j'avais demandé que à propos de leçons, comment on va faire couvrir un dossier à la CNSS, au sein médical, elle m'a dit tu attends quand tu seras guéri. Mais quand je prends les démarches, je vais à la CNSS, je me renseigne, ils me disent non, ça n'existe pas. Et attends, pourquoi ils ont besoin de témoins alors que c'est au sein de l'entreprise que tu as eu l'accident? Ouais, c'est qu'elle me dit non, elle a écrit sur les documents. J'ai les documents là que moi. Même la CNSS, j'ai regardé même, la CNSS, ils ont écrit, j'ai les documents là, ils ont écrit que non, depuis les 3 ans que j'ai travaillé là-bas, elle a commencé elle a versé en mars 2023. Donc je peux dire, j'ai commencé le février 2021. Donc les 2 ans là, elle a versé un an, on peut dire. J'ai les documents que moi à la maison là. Et elle me dit, elle dit au délégué samedi que non, quand il refuse, il dit d'accord lundi. Soit les 140 000 que j'ai dans l'hôpital militaire, il va rembourser ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu souhaites? Moi, c'était de l'aide un peu les autorités, d'essayer de voir si à lui, ils peuvent me libérer. Parce que là, je ne peux pas, j'ai vu comment la maison de tuer. Je dois 3 mois, je fais comme en raison de 100 000 francs. Madame n'est pas payée à l'école, ça fait 2 mois que je dois. Ça fait 25 000, ça fait 50 000. Là, le mois là, ça fait 75 000. Et là, l'aîné doit partir à l'école, je fais comment? J'ai un bébé, je fais comment? Je peux rentrer à la maison, il n'y a rien à manger, rien, c'est fort. Et la balance d'argent de tuer, je fais comment? Donc je l'ai promis que samedi, il doit trouver quelque chose, même 30 000, quand même bien, vous pouvez le donner. Heureusement, dans les 100 000, je lui dois 3 mois. 300 000. Là, on arrive à la fin, moi, là, c'est grave. J'ai fait comment? La première fois qu'on s'est allé, les inspecteurs au tribunal, dès le tribunal, ils m'ont dit non, que ce n'est pas les domaines, il faut aller à la filière du bois. J'étais où il y a le bois, ici, aller à Caille. J'ai trouvé l'inspecteur, le général. Il va parler, voilà, il a comme ça, il a appelé la dame, même pas 5 000, il a appelé le DH. Ils ont parlé là, le DH est mort à l'inspecteur que non, il a son médecin qui lui suit à la CNSS. J'ai dit quel médecin qui me suit à la CNSS? Que le doigt là devait être comme ça. Quel médecin qui me suit à la CNSS? Elle a comme ça parlé là, après elle a dit à l'inspecteur que non. J'ai même les larmes le jour là, j'ai pleuré même, j'avais les larmes. Elle a dit à l'inspecteur que non. Du tout, après parler, il va venir à l'entreprise. Ça, j'ai dit à l'inspecteur, je ne partirai pas vers elle. Parce que elle, quand je lui parle, je lui pose des questions, elle a du mal à me répondre. Elle me répond bizarrement. Ça ne vaut la peine que je parle. Ça, l'inspecteur dit non, la faute, c'est à l'entreprise, comment ils peuvent. La faute, c'est à la CNSS, comment ils peuvent accepter de venir déclarer un accident en retard. Tu t'es fait mal le 6 octobre, il déclare ton accident le 11 octobre. J'ai dit non, vous êtes une autorité. Le rang ne vient pas de la CNSS, c'est l'entreprise qui en renouera. Après, il m'a dit on ne gère pas, ça va en ville. À la police judiciaire du travail. D'ailleurs, le finance, j'arrive là-bas, j'explique, c'est la même chose, ils ne connaissent pas ça. Ah, c'était la première fois, ils me disent qu'ils ne connaissent pas ça. Ils disent va au tribunal, je vais au tribunal, c'est toujours pareil. Je suis revenu à la maison, c'est le mois passé, c'est encore reparti encore. Vers celui des cahiers, je n'ai pas trouvé le titulaire, j'ai trouvé l'adjoint, celui qui m'a bien orienté. Il m'a dit, soit tu te libères, il te paye tes droits et ton accident, tu vas t'asseoir. Et puis, on ne fait pas une éducation tant qu'on ne sait pas faire opérer. Ils m'ont dit, mais on va encore opérer quoi là? On ne peut plus. 5 mois, c'est trop, c'est à passer. C'est maintenant qu'ils ouvrent les yeux à 4 mois, 5 mois. Il est trop tard. Ils m'ont prouvé qu'ils sont avec moi parce qu'elle m'avait dit le jour celle à la CNSS, il dit non, quand tu es parti, on va se dégager. J'ai eu les demandes d'explication. J'ai amené son médecin à la CNSS, il a regardé, il a appelé même l'entreprise, ils n'ont jamais répondu. Il a donné son numéro d'appel, il tu donnes à la dame de m'appeler, je lui ai expliqué les problèmes, c'est pas bien. Parce que ça là, ça va mettre les problèmes, je serai long accès ces choses-là. Elle n'a jamais appelé, c'est un mépris, elle n'a jamais appelé, elle fait comme elle veut. Oui. Je vais voir le président de la transition pour vouloir régler mon problème au fait. Mon problème. Et ça, au moins, je veux que, par exemple, si je ne sais pas s'il pourra parler avec eux, soit qu'ils me libèrent, quoi. Mais traiter ou bien, je sais qu'ils ont me donné, puis je pourrai libérer, en fait. Je pourrais être plutôt, ils me libèrent, en fait.
Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Regarde comme je suis bloqué. Alors, Dieudonné, on a écouté ce jeune homme. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour lui? Là encore, je reviens sur deux choses. La première, c'est le travail de la CNSS. Pourquoi la CNSS ne va pas, comment on dit ça, aller de société en société inspecter et recouvrir. Pour recouvrer les cotisations. Pourquoi ça ne se fait pas? Il devait avoir une branche. En fait, je pense que dans la fiche circuit des entreprises, il devrait avoir une traçabilité à la CNSS pour savoir où se situe telle, où est positionnée telle ou telle entreprise. Parce que, effectivement, là, vous venez de me donner une idée. Vous allez ouvrir une entreprise. Si la CNSS n'est pas dans la fiche circuit, c'est-à-dire pour savoir que Kumba vient de créer une entreprise qui emploie telle personne, si la CNSS n'est pas au courant, vous comprenez bien que les cotisations sociales ne vont pas être reversées aussi facilement. Si les responsables ne sont pas honnêtes. Il faut être honnête pour dire, bah, écoutez, moi j'emploie un certain nombre de compatriotes, de travailleurs. Il faut que j'assure leur cotisation sociale pour qu'enfin, en cas d'accident, pour qu'à la fin de tout cela, pour leur retraite, ils puissent bénéficier de quelque chose. D'où cette branche de recouvrement qui devrait se créer. Non, ce n'est pas le recouvrement. Le recouvrement vient en aval. En amont, dans la création des entreprises, je pense qu'on devrait laisser un espace. La situation géographique. Non, on devrait laisser un espace pour la CNSS. Où crée-t-on les entreprises? L'administration qui a pour objet la création d'entreprises devrait associer, puisque là-bas, il y a également la justice, les magistrats sont représentés, il y a le trésor qui est représenté parce que vous payez. Il faut également mettre la CNSS pour que le même fichier soit retransmis à la CNSS. Fidji a créé une entreprise, mais écoutez, nous, à la CNSS, on est au courant qu'elle a créé une entreprise. Donc, Fidji. En sus du travail que fait la CNSS, il y a maintenant les inspecteurs de travail. Eux aussi, ils sont facilement... comment je vais dire ça? Maniable. On leur laisse la patte facilement, quoi. Non, je ne confirme pas ça. Maniable. Rien n'est justifié. Oui, je crois que c'est un problème de sémantique, ton problème. Maniable. Tu préfères maniable. Oui. Donc, comment accepter de se rendre maniable, comme il dit, pour parler comme lui, lorsqu'on sait qu'il y a un compatriote qui souffre dans sa chair parce qu'il a eu un accident, et vous venez apporter un diagnostic contraire à ce qui a été fait. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On est humain ou on n'est pas humain? Dans tous les cas, au dialogue national inclusif, on a décidé un peu de revoir la situation des entreprises au Gabon, la situation des travailleurs, la situation des inspecteurs. Pas la situation, si vous voulez, leur comportement face à de telles dérives du patronat. Et vous remarquerez que c'est surtout dans la foresterie. Toutes les entreprises qui travaillent sur le bois n'assument rien du tout, n'assument pas les employés. Et c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'accidents, malheureusement. Mais n'assument pas. Et on ne fait rien. Et comme j'ai coutume de le dire, à quoi ça nous sert de crier sur ce plateau si ce que l'on dit n'a pas d'écho et n'est pas relayé. Voilà, c'est ça le véritable problème. En fait, ils nous prennent pour des blagueurs. Ils peuvent parler, et puis quoi encore? Donc, ça veut dire que notre travail est léger, pas pris au sérieux. Je ne pense pas. Il y a des choses qui se font. Oui, mais pas dans tous les domaines. Il y a des choses qui se font. Pas dans tous les domaines. Ils ne sont pas obligés de venir crier. Ils sont pas obligés de venir crier sur tous les cas. Oui, mais sur les cas d'accident, c'est trop. Il vous souviendra que la semaine dernière, la CNSS a organisé des travaux sur justement ce problème d'entreprise qui ne cotise pas. Mais bon, j'espère simplement que les murs vont bouger. Quand je vous écoute parler, cher ami, j'ai comme l'impression que le tort revient à la CNSS. Non. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, le tort, ce sont les entreprises qui n'assument pas en cas d'accident de leurs employés. Pour le cas du jeune homme, il a débuté en 2021. On l'a assuré qu'en l'année 2023. Bon, maintenant aussi, il faut que nous, là, qu'on emploie, quand vous allez chercher un emploi, il faut être très regardant aussi. Et d'ailleurs, le véritable problème, et d'ailleurs, chacun de nous peut se lever un matin, aller regarder sa position. Chacun peut se lever un matin, aller regarder sa situation à la CNSS. Vous savez, c'est faisable. Moi, par exemple, j'ai ma fille aînée qui avait été en stage quelque part,
Il est resté près d'un an. Et puis après, on lui a dit, bon, c'est bon. Alors qu'après 6 mois, normalement, vous devrez la prendre, définitivement. Bien sûr, parce que le contrat, c'est... Le code du travail dit qu'après 6 mois, il n'y a pas de stage de 10 mois, d'un an. Mais bon, comme je ne suis pas quelqu'un palable, je dis, maman, laisse tomber. Mais il faut qu'on apprenne à réagir. Oui, et il faut que chacun apprenne à aller vérifier sa situation chez les assureurs. C'est important, ça. Ne croisez pas les bras en vous disant « Ouais, je fais confiance à mon patron, il vire. Apprenez. Parce que le code du travail stipule que c'est 3 mois après. Non, c'est 3 mois, 3 mois renouvelables une fois. Et puis après, bah, écoutez, c'est l'intégration définitive. Bref, merci pour la petite information. Je te vois venir. Merci encore, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous étiez contents de nous retrouver avec les chaussettes orange de M. Atiga. Tu veux dire les mêmes bas que les Diego Maradona? C'est des bas, ça. Tu voulais dire les bas de Elle l'apprécie et toi tu es jaloux. Je ne suis pas jaloux, non. Les deux oppositions, c'est très bien. Je ne suis pas jaloux. Tu apprécies, non? Non, la couleur est quand même un peu trop posée. Hein. Ah ouais? Ouais, mais le décalage de couleur. Ça fait un peu LGBT, hein, n'est-ce pas? Mais... La couleur. Non, mais je trouve... Qu'est-ce qu'il a contre LGBT? Ça fait beaucoup d'endies. Ne pose plus jamais cette question parce que tu connais mon point de vue. Non, c'est le choix de chacun de nous. Non, monsieur, ne m'emmenez pas là-dedans. Je ne suis pas là-bas. Je refuse de vous suivre. Vous connaissez mes goûts. Je ne répondrai pas à cette question. Vous connaissez mes goûts. Je ne répondrai pas à cette question. Donc laissez-moi mes chaussettes tranquilles. La prochaine fois, la prochaine fois, elles seront de quelle couleur? Voilà. Jaune certainement ou bleu. Jaune certainement. Oui. Ok. Voilà. Donc, vous appréciez, non? C'est joli, les couleurs. J'aime bien la couleur orange. C'est une question que j'ai posée. Vous appréciez? Oui. Et les chaussettes? Oui, la couleur. La couleur. Honnêtement... C'est oui ou non? Je n'ai pas demandé de développer une phrase. Fidji, je donne mon élément de réponse à ta place. J'aime bien cette couleur, mais je la trouve féminine. C'est tout. Voilà ce que je dis. Déclare-moi la fin de l'émission et puis on se retrouve samedi prochain. On se retrouve là la semaine prochaine, même décor, même ambiance. Portez-vous bien, passez un excellent week-end.